pense que dans l'armée, on a vu qu'il y avait quand même un appareil qui avait entraîné beaucoup d'œdèmes pulmonaires et notamment des œdèmes pulmonaires gravissimes. Donc il faut un peu se rassurer pour les militaires. Pour les civils, c'est plutôt le facteur individuel où là, le médecin a toute sa place. Et malheureusement, dans la plongée loisir, pour l'instant, il y a très peu de contraintes pour délivrer des certificats d'aptitude, puisqu'un médecin généraliste peut délivrer quasiment tous les certificats, et ça pose un vrai souci. Et puis il y a une dernière chose, c'est la composante ventilatoire. Tu n'en as pas beaucoup parlé. On sait qu'en fonction de la position, on peut avoir des gradients hydrostatiques entre le détendeur et le poumon. Et cette composante ventilatoire, elle est peut-être majorée lorsqu'on pratique l'apnée. Je vais laisser la main à Vincent pour qu'il nous parle un petit peu de l'apnée, de l'œdème pulmonaire. Est-ce que c'est vraiment un œdème pulmonaire? Est-ce que ce n'est pas plutôt une problématique lié au poumon plus qu'au système cardiovasculaire? Je te laisse la main et j'en profite pour le remercier pour tout ce qu'il fait depuis des années et surtout pour ce très beau livre Cœur et plongée qu'il a publié récemment. Merci. Merci à toi Mathieu. Bon, je vous propose de prendre une grande inspiration et puis je vous emmène plonger. Alors, il y a des tas de façons de faire de l'apnée, mais pour faire simple, il y a en gros 3 catégories d'apnée. Il y a l'apnée statique, où le but, la priorité, c'est d'obtenir une apnée la plus longue possible. Et là, vous avez les contraintes de l'immersion dont on vient de parler et les contraintes de l'apnée par elle-même. Vous avez la plongée en apnée. Il y a plusieurs façons de plonger en apnée, je n'ai pas le temps de détailler. Mais vous avez là les contraintes de la plongée statique qu'on vient de voir, plus celle de la profondeur. Et la privilégiée, c'est bien sûr la profondeur. Et enfin, vous avez l'apnée dynamique, où le but, ce qui est privilégié, c'est surtout l'effort physique, et vous avez les mêmes contraintes que l'apnée statique, plus l'effort. Alors vous voyez, il y a plein de façons de faire de l'apnée. Par exemple, dans l'apnée dynamique, ce qui est le plus riche, vous avez la nage avec palme, vous avez le hockey subaquatique, vous avez le hockey subaquatique mais sous glace, vous avez le rugby subaquatique, la lutte subaquatique, la natation synchronisée, enfin bref, on ne sait plus quoi inventer pour faire de l'apnée. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les contraintes de l'immersion, les contraintes de l'apnée et les contraintes de la profondeur. Les contraintes de l'immersion, eh bien merci aux 2 orateurs précédents, on va aller très très vite. Vous avez compris que quand on s'immerge, on a des contraintes de redistribution de la masse sanguine avec une augmentation de la précharge cardiaque et donc on a une augmentation du travail cardiaque, c'est la seule chose qu'on peut retenir. En ce qui concerne l'apnée, eh bien vous voyez, les contraintes de l'apnée sont particulières. Et là, on a les 2 champions du monde, les 2 records du monde d'apnée. Donc, vous voyez qu'ils sont très, très anciens. Et pourquoi ces records sont très anciens? Parce qu'on a affaire à des personnalités exceptionnelles. Le premier, Stéphane Mifsud, c'est le local de l'étape, donc Cocorico. C'est quand même un grand sportif et, excusez du peu, apnée de 11 minutes 35 secondes. La deuxième, c'est Natalia Molchanova. Vous avez deviné, elle est russe. Détentrice de 41 records du monde d'apnée. Malheureusement, elle va décéder 2 ans plus tard en plongée aux Baléares. Alors, les contraintes de l'apnée par elle-même, c'est 3 choses. 3 choses qu'on va regrouper sous le nom de réflexe de plongée. La première chose, c'est un ralentissement de la fréquence cardiaque qui est sous la dominance parasympathique. Et ce ralentissement de la fréquence cardiaque va s'accompagner d'une baisse du débit cardiaque proportionnelle, bien sûr. Et ce ralentissement de la fréquence cardiaque est favorisé par l'apnée par elle-même, par l'immersion et par le froid. Et les 3 combinés, on peut obtenir chez des plongeurs entraînés des fréquences cardiaques inférieures à 10 par minute de manière totalement asymptomatique, ce qui montre les capacités extraordinaires d'adaptation de l'être humain en plongée. Alors il y a une étude IRM qui a été publiée plus récemment, qui est intéressante, qui montre que pendant une apnée, on a bien sûr une baisse de la fréquence, on a une diminution de la saturation, ce qui est logique, et on a surtout aussi, ce qui est intéressant, une augmentation du volume ventriculaire gauche, du volume d'éjection systolique, avec une petite baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Et alors ce qui est amusant, c'est que ces modifications-là sont exactement les mêmes que celles qu'on retrouve chez l'athlète entraîné en endurance. Deuxième conséquence de l'apnée, c'est une vasoconstriction périphérique. Et cette vasoconstriction périphérique est sous la dominance sympathique. Et là, on a quelque chose qui a déjà été évoqué par Gérard, c'est la notion de stimulation végétative paradoxale. On a à la fois une contrainte sympathique, à la fois une contrainte parasympathique, et c'est le lot de tout ce qui est de la plongée en général, et en particulier de la plongée en apnée. Et alors ça, ce n'est pas du tout anodin, parce que je rappelle quand même que l'exemple caricatural de stimulation végétative paradoxale, c'est l'hydrocution. Et l'hydrocution, c'est quoi? Eh bien, c'est un arrêt cardio-circulatoire.
Alors cette vasoconstriction périphérique, elle est connue depuis longtemps, et voyez dans cette publication sur une apnée de 30 secondes, vous avez une baisse de la fréquence cardiaque, une baisse du débit sanguin huméral et une augmentation logique de la pression sanguine, et que je vous demande bien sûr de retenir. Cette conséquence a pour conséquence d'augmenter la perfusion cérébrale tout en diminuant la perfusion périphérique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce réflexe est nettement plus développé chez l'apnéiste entraîné que chez le triathlète. Troisième conséquence de l'apnée, une contraction splénique. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis les années 2000 seulement, et c'est une très très belle publication de Erika Chagaté qui avait étudié l'hématocrite chez des plongeurs, enfin chez des plongeurs qui étaient intacts et d'autres sujets qui étaient splénectomisés, et de constater en accumulant des apnées et en voyant en récupération, il y avait une augmentation de l'hématocrite chez les sujets intacts, alors qu'il ne se passait strictement rien chez les sujets splénectomisés. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une contraction splénique de l'ordre de 20 à 35% qui réalise une véritable autotransfusion pendant l'apnée et qui amène plein de globules rouges tout neufs et bien oxygénés avec une augmentation de l'hématocrite de 2 à 6%. Une étude plus récente a montré que cette apnée et cette contraction splénique était plus importante si l'apnée était dynamique, c'est-à-dire avec un effort physique, que statique. Donc, au total, on a un réflexe de plongée, je rappelle, ralentissement de la fréquence cardiaque, vasoconstriction périphérique, contraction splénique et redistribution de la masse sanguine due à l'immersion. Si on prolonge l'apnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir l'apparition d'une hypoxie, d'une hypercapnie, d'une acidose mixte, et puis aussi, très important, un refroidissement du sang périphérique, puisqu'on est en immersion. Parlons maintenant de la profondeur et de la plongée. Alors, on ne peut pas parler de la plongée en apnée sans évoquer la mémoire de Jacques Mayol. Alors là, on est en 1990, il a 63 ans, il plonge encore avec sa gueuse, allègrement ses 60 mètres. Et là, on travaillait ensemble sur une émission qui était pour Canal+. Et on avait des moyens, donc j'avais pu lui mettre un monitoring, et vous voyez, avec un câble qui part là, qui le suivait pendant toute sa plongée. On pouvait suivre la plongée en direct sur un scope à bord. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pu suivre l'électrocardiogramme d'un plongeur en direct. Alors vous voyez, c'est là pendant le tournage, là c'est vraiment l'ambiance grand bleu. Hein. Vous avez la gueuse, vous avez le parachute, et vous avez Jacques Mayol, mais enfin là c'est le vrai, qui est en train de faire du yoga comme avant toutes ces plongées. 33 ans plus tard, où on en est? Eh bien, la plongée avec la gueuse et le parachute ascensionnel, ce qu'on appelait la plongée no limit, a disparu, beaucoup trop dangereux, beaucoup trop de morts. Alors si on regarde quand même les records en plongée actuellement, on voit que chez les hommes, on est aux alentours de 120-130 mètres, chez les femmes, aux alentours de 100 mètres, mais ce qui est très intéressant à voir, c'est que Arnaud Gérald, Mariana Gillespie, Anis Modolo, qui est d'ailleurs une consoeur chirurgien-dentiste, voilà, sont tous les trois français, donc Jacques Mayol peut être fier, et il y a encore pas mal de Français qui sont très bien placés dans ce domaine. Petit rappel physique, quand on plonge, ici on a une pression de 1 atmosphère, quand on plonge on rajoute 1 atmosphère tous les 10 mètres, donc à 100 mètres on est à 11 atmosphères. Deuxième rappel, la loi de Boyle-Mariotte qui nous dit que chaque fois qu'on augmente la pression, les volumes gazeux diminuent en proportion, ce qui fait qu'un volume gazeux pulmonaire, il est réduit à 9% de sa valeur quand on est à 100 mètres de profondeur. Dernière loi, c'est la loi de Henry qui nous rappelle que la PaO2 est proportionnelle à la pression ambiante. Donc si on a une PaO2 de 100 mm de mercure, on a une PaO2 de plus de 1000 mm de mercure à 100 mètres de profondeur. Et vous allez voir que tout ça, c'est très important. Et si on prend ce schéma, on va d'abord régler le problème du volume pulmonaire. Comment gérer ce problème du volume pulmonaire en plongée, puisqu'on a vu que le volume devait être réduit à 9% à 100 mètres de profondeur? La nature a trouvé une solution qui n'a été connue que depuis la fin des années 60. Vous avez ici un plongeur qui ventile en surface, il va faire une grande inspiration, il va gonfler son thorax, et puis il va descendre. Et ce volume thoracique va diminuer progressivement, sauf que chez nous, l'être humain,
le thorax est verrouillé sur un sternum, ce qui n'est pas le cas chez les mammifères plongeurs. Ils ont beaucoup de côtes flottantes. Donc, comme c'est verrouillé, il va y avoir une dépression intrathoracique qui va se créer au fur et à mesure de la descente. Et donc, du sang va être aspiré à l'intérieur des poumons. Il va y avoir une constriction totale de l'abdomen. Et ce sang va envahir les poumons et permettre la résistance mécanique des poumons pendant la plongée. Ce phénomène qu'on appelle aussi le blood shift, en fait, c'est la suite du blood shift de l'immersion. Il est estimé à 1 litre à 30 mètres, 1,5 litre à 50 mètres, donc c'est quelque chose d'assez important. Et regardez cette photo, ça c'est le regretté Loïc Leferme, lui aussi champion du monde en apnée, qui malheureusement est décédé pendant une plongée no limites. Vous le voyez ici en surface, et regardez-le, cette photo est exceptionnelle à 125 mètres de fond. Regardez la contraction, l'écrasement abdominal, et on voit très très bien la cage thoracique qui se dessine sur la combinaison. Ça, c'est une photo assez impressionnante. Donc, ce schéma nous montre un petit peu ce qui peut se passer en plongée. On va voir tout à l'heure qu'il n'est pas tout à fait exact, mais il est quand même assez démonstratif. Alors là, on a un plongeur qui va descendre à 100 mètres de profondeur. Il va rester 5 secondes et il va remonter. Vitesse de descente et de remontée 1 mètre par seconde. À titre de comparaison, dans les plongées avec la gueuse no limites qu'on faisait auparavant, c'était de l'ordre de 2 à 3 mètres par seconde, d'où les accidents. Ce qu'on regarde ici en blanc, c'est le volume thoracique. Ah, tiens, bizarre, le volume thoracique augmente en début de plongée, tout simplement, avant la plongée, tout simplement parce que les plongeurs font ce qu'on appelle la carpe avant de descendre. Avant de descendre, ils vont surgonfler leurs poumons avec des mouvements des lèvres et du pharynx pour injecter de l'air en surpression dans la cage thoracique, et ils peuvent augmenter leur volume de cage thoracique d'à peu près 10 à 25%. Donc ce plongeur va se mettre à plonger. Vous voyez que le volume pulmonaire va décroître très 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 rapidement dès les premiers mètres de profondeur, et puis il va se stabiliser aux alentours de 10% de sa valeur et remonter pendant la remontée du plongeur. Intéressons-nous maintenant à la pression, la PaO2. La PaO2, au départ, elle est normale, elle est de l'ordre de 100 mm de mercure. Elle va monter tout simplement parce que la carpe augmente la pression pulmonaire, donc la PO2 monte dans le même temps, puis ensuite elle va monter à cause de l'augmentation de la pression ambiante pour obtenir des valeurs très élevées de plus de 1000 mm de mercure. J'attire votre attention sur la rupture d'abscisse ici. Et ensuite, elle va redécroître au moment où le plongeur va se remettre à remonter, que la pression va baisser. Et c'est là où le schéma est un petit peu faux, parce que vous voyez que la montée et la descente sont tout à fait symétriques, comme si le plongeur n'avait pas consommé d'oxygène pendant sa plongée, ce qui est faux bien sûr. Donc là, j'ai refait les calculs sur ce schéma, et voilà en gros le type de décroissance qu'on peut obtenir sur ce type de plongée-là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? On voit que le résultat est strictement identique, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que quand on remonte lors de la remontée, qu'on est à 20 mètres de profondeur, eh bien, on est à 90 mm de mercure, ce qui veut dire qu'il n'y a pas du tout d'hypoxie. On est à plus de 3 minutes d'apnée, et il n'y a absolument pas d'hypoxie, tout simplement parce qu'on est encore sous pression. Malheureusement, le problème va se corser quand on arrive à 10 mètres. On est déjà sur une hypoxie qui est quand même significative, et au moment de la sortie, on est à 5 mètres, il ne reste plus que 30 mm de mercure de PaO2, et ça, c'est quoi? C'est la limite de la syncope hypoxique. Donc ça, c'est une notion qui est très importante à retenir, c'est que les risques de la plongée en apnée se situent essentiellement pendant la remontée et essentiellement pendant les 10 derniers mètres. Alors maintenant, voyons que devient le réflexe de plongée pendant la plongée en apnée profonde. Alors, on ne va pas parler de la contraction splénique parce qu'on n'a pas de données particulières dans ce domaine. Par contre, on va parler de la bradycardie, qui, elle, est bien connue chez les mammifères plongeurs. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que c'est à peu près le même scénario chez tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a un plateau, la fréquence cardiaque diminue, puis il y a un plateau, et puis tout d'un coup, il y a une rupture de la bradycardie. À quel moment se pratique cette rupture de la bradycardie? C'est au moment de la reprise de la ventilation. Autrement dit, toute la plongée, y compris jusqu'à la sortie, se réalise avec une phase de bradycardie. Alors, est-ce que c'est la même chose chez l'homme? Globalement, on va voir que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est des mesures qu'on avait faites chez des champions qui s'entraînaient pour les championnats du monde. Regardez, c'est une plongée à 80 mètres, donc c'est déjà dans du lourd. Le plongeur va faire sa carpe, donc ça augmente un petit peu sa fréquence cardiaque, et puis ensuite, la fréquence
va tomber jusqu'à vous voyez, des fréquences qui sont un petit peu au-dessus de 20 par minute, et la rupture de la bradycardie va se faire exactement pareil au moment de la sortie. La seule différence, c'est que vous voyez que le plateau est un petit peu incliné vers le haut, ce qui nous rappelle quand même que nous ne sommes pas des mammifères plongeurs. En ce qui concerne la vasoconstriction, on a un certain nombre de données. La première, c'est que cette vasoconstriction est intense, et dans des mesures qui ont été faites en caisson, on a mesuré des pressions artérielles de plus de 200 mm de mercure, voire de plus de 300 mm de mercure, chez des plongeurs entre 40 et 50 mètres. Donc ça répond déjà à une question qui ne se posera pas tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire de la plongée en apnée avec de l'hypertension artérielle? Ma réponse serait j'en sais rien, mais sincèrement, quand je vois ça, je me dis c'est pas top. Il y a une étude échographique qui a été faite chez des apnéistes à 5 et 10 mètres de profondeur qui montre quoi? Qui montre une diminution du débit cardiaque, ce n'est pas une surprise, et surtout un profil constrictif avec les massifs auriculaires et le ventricule droit qui sont comprimés, comme dans une péricardie constrictive, mais là, en fait, ce sont les poumons qui appuient directement sur le cœur, et on a vu tout à l'heure l'importance du ventricule droit dans ce domaine. Et puis une étude tout à fait récente, qui est très amusante, qui montre que la prévalence des FOP est beaucoup plus importante chez les sujets qui sont plongeurs d'élite, plutôt que dans la population générale, ce qui laisse entendre que, franchement, il y a des régimes de pression qui ne sont pas du tout les mêmes chez ces gens-là, enfin, quand ils pratiquent la plongée. Plus on va en profondeur, plus il y a d'hyperoxie, plus il y a du froid, et donc plus on augmente ce phénomène de vasoconstriction et de bradycardie. Le moment de tous les dangers, c'est la remontée et la sortie. La remontée, elle se fait avec un effort musculaire, en ambiance hypoxique et en acidose. Là, on voit qu'on a tous les ingrédients pour favoriser les troubles du rythme, d'autant que, comme je vous l'ai dit, la bradycardie persiste. Autrement dit, tous les foyers ectopiques ne demandent qu'à s'exprimer dans ce contexte-là. Puis il y a la reprise de la ventilation. Et là, à ce moment-là, il y a la levée de la bradycardie et de la vasoconstriction. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Vous avez tout le sang qui a été stocké en périphérie qui va se retrouver en afflux dans le thorax et vers le cœur. C'est du sang froid, acide et hypoxique. Perfuser un cœur avec quelque chose de froid, acide et hypoxique, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement ce qui se passe quand on fait une cardioplégie chirurgicale. Donc on est dans une situation de danger qui dure au-delà de la remontée, au moins pendant les 10 premières secondes. Voilà en gros le programme qu'on promet à un myocarde quand il veut faire de la plongée en apnée. J'allais dire tout ça pour ça, parce que finalement l'homme, vous voyez, ça c'est le record absolu de la plongée en eau limite, 214 mètres par rapport à nos cousins plongeurs. Le grand champion c'est le cachalot avec 90 minutes d'apnée qui descend à plus de 2500 mètres. On est loin. Est-ce qu'on pourrait en faire autant? Bon, peut-être avec la ventilation liquide, qui n'est pas maîtrisée, mais qui n'est peut-être pas qu'un fantasme. On n'a pas le temps d'en parler. Je vous invite à revoir le beau film de James Cameron qui s'appelle Abyss et qui démontre très bien ce genre de méthode. Pour conclure, on va écouter les conseils d'un pro. Que retenir que doit savoir un cardiologue quand il quitte cette session? Eh bien, c'est très simple, il n'y a qu'un message tout simple. Le cardiologue doit savoir qu'un patient atteint d'une cardiopathie ne doit pas pratiquer la plongée en apnée. Et puis surtout, ce que je rajouterais, c'est que l'apnée n'est surtout pas un substitut à la plongée en scaphandre. Comme je le vois encore trop souvent, je suis contre-indiqué pour le scaphandre, donc je vais me mettre à l'apnée. C'est certainement pas une bonne idée. Voilà, enfin, pour ceux qui veulent tout savoir sur cœur et plongée, je recommande bien sûr le meilleur livre du monde qui existe encore et dont les auteurs ont accepté que les droits d'auteur soient versés à la recherche scientifique. Je vous remercie.